Est-ce que c'est possible de résister à Vincent Bolloré ? Le milliardaire breton s'est construit un empire et il possède des médias, des agences de publicité, des établissements culturels et des maisons d'édition. En parallèle de cette concentration, il assume de plus en plus son extrême droitisation. Alors, est-ce possible d'échapper au système Bolloré ? C'est en tout cas le pari de ce livre, Déborder Bolloré, qui documente précisément la construction de cet empire et qui livre des pistes de réflexion pour tenter de résister à cette emprise. On en parle avec Lucie Alexandre, journaliste à Libération, et Valentine Robert-Gilabert, autrice de l'un des chapitres de ce livre. Pour commencer à parler de tout ça, j'aimerais bien, Lucie, que toi tu nous expliques un petit peu de quoi il s'agit plus précisément, là, ce livre Déborder Bolloré, et qui sont les personnes qui ont écrit finalement dedans. Donc ce livre, en fait, c'est un livre qui est un peu particulier parce qu'il a été coédité par plus de 120 éditeurs, je crois, au final, dans le dernier décompte qu'on m'a donné. Et en fait, c'est un projet donc, qui s'inscrit dans la campagne qui a un autre nom, c'est pas Désarmer Bolloré. Désarmer Bolloré, c'est ça. Donc avec les soulèvements de la terre et donc avec cette initiative notamment au Glénan. Et donc Désarmer Bolloré, c'était plutôt le versant, on va dire, pour le versant un peu industriel, plus économique. Et en fait, donc Déborder Bolloré, c'est une initiative d'éditeurs indépendants qui ont voulu réagir en fait à la conquête par Bolloré, donc à travers Lagardère de pans de l'édition. Et donc du coup, ils ont voulu réagir à ça et un peu renseigner. Il y a plusieurs aspects dans cet ouvrage. Il y a plusieurs contributions. En fait, il y en a certaines qui, comme celle de Valentine, qui ont vocation un peu à informer sur le monde de l'édition, l'histoire de la concentration du monde de l'édition, sur l'empire de Bolloré, son histoire économiquement, comment ça s'est construit, et d'autres contributions à la fin qui ont plus vocation à être des pistes d'idées pour savoir comment éventuellement combattre tout ça. J'interromps très rapidement la discussion pour vous encourager à aimer ce contenu s'il vous intéresse, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne YouTube de Libération. Ça vous permettra de ne manquer aucune de nos prochaines discussions, ni aucun de nos prochains reportages. L'histoire de ce livre, c'est que ces éditeurs indépendants se sont rencontrés donc à un salon qui s'appelle Offprint, donc d'édition indépendante. Ils ont réfléchi à tout ça et ensuite, ce qui est frappant dans ce projet, c'est la rapidité. C'est-à-dire qu'ils ont commencé en décembre à discuter de tout ça, à solliciter des contributeurs donc, comme Valentine et à demander aux gens d'écrire donc leurs contributions en 1 mois ou 2 et ensuite d'aller très vite pour essayer d'éditer un bouquin qui était prévu pour mai, qui est sorti début juin. Et ce qu'ils m'ont expliqué, parce que j'ai parlé avec donc Théo, qui est l'un des coordinateurs de ce projet, c'est que le monde de l'édition, souvent les livres, ça réagit un peu après coup, et que là, ils ont voulu aller très vite, c'est-à-dire participer aussi donc, à cette campagne Désarmer Bolloré. Et donc, ils ont fait un truc qui est quand même un peu un petit miracle. Et ce qui est intéressant aussi, donc, c'est la dimension collective, c'est-à-dire que ils veulent protester contre la concentration donc, de l'industrie culturelle, du monde de l'édition. Et eux, ils ont été donc, plein de petits acteurs indépendants à se rassembler pour montrer que collectivement, même en étant des petits, ils pouvaient porter une parole et agir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que du coup, sur la couverture et dans le livre, partout, il y a des fourmis. Parce que c'est un peu cette image de petites choses qui, mises ensemble, créent une force, quoi. Comment tu t'es retrouvée dans cette aventure, toi, finalement, Valentine ? Oui, ma participation au recueil, elle n'était pas vraiment prévue. Ça s'est fait un peu comme ça. En fait, c'est en discutant avec Théo, que je connais par ailleurs, qui m'a dit qu'il y avait ce projet de livre sur Bolloré. Et moi, donc c'était au moment d'Offprint, donc c'était en novembre 2024. Ouais, à l'automne, quoi. Ouais. Et c'était à ce moment-là où il y avait pas mal d'actualités sur l'Arcom, sur les chaînes de Bolloré, donc je suivais pas mal, et donc je lui avais dit je suis super intéressée pour aider, mais je pensais pas du tout faire un texte. En fait, à l'origine, on devait travailler sur une carte qui représentait l'Empire, et moi je devais venir étayer, donner des informations, des dates chronologiques, des repères factuels, tout ça. Et en me lançant dans les recherches, au final, j'ai fini par écrire une contribution, quoi. Ok. Et alors, le but un petit peu sur le fond de ce livre, Lucie, ça s'axe finalement un peu sur 2 angles critiques. C'est
alors son idéologie et son extrême droitisation, on aura l'occasion d'en parler, et puis aussi du coup, comme tu le disais, la concentration qu'il opère avec l'acquisition de plein de sociétés dans plein de mondes différents. Oui, en fait, ce qui m'a semblé assez intéressant dans ce livre, c'est que je trouve qu'il comble un peu ce qui est parfois un angle mort du combat contre l'extrême droite et contre Bolloré, qui est que, bon, on le sait maintenant et on le voit beaucoup à travers sa chaîne CNews, que donc c'est un milliardaire catholique conservateur qui défend des idées réactionnaires et qui l'assume assez d'ailleurs. On reviendra sur les commissions d'enquête à l'Assemblée, mais il a eu des prises de position anti-avortement, par exemple, devant les députés. C'est quelque chose qu'il assume, tout en parfois donnant l'impression de moins l'assumer. Mais donc, le fait que Vincent Bolloré serre ces idées-là, c'est devenu une évidence pour tout le monde. En revanche, la dimension, comment, en fait, son activité économique, comment, en tant que milliardaire, il a un peu pris le pouvoir dans tout un pan de l'industrie culturelle et aujourd'hui sur des choses assez inquiétantes parce que ça va concerner les manuels scolaires et que en fait du coup ça concerne plein de pans de la culture et que ça réduit du coup la liberté d'expression en fait parce que derrière tout ça c'est les artistes, les auteurs, les intellectuels. L'angle mort, la plupart du temps, c'est du coup de se concentrer sur ces idées d'extrême droite et de ne pas expliquer qu'en fait, ce qui est problématique chez Bolloré, et c'est ce que ce bouquin essaie de défendre, c'est aussi le système économique qu'il incarne et que, en fait, si demain Bolloré disparaît, d'autres gens pourraient reproduire ce qu'il fait. Et finalement, ce qui est problématique, c'est aussi que ces idées soient d'extrême droite, mais le fait même, en fait, de produire une concentration éditoriale, culturelle, économique, qui, en fait, en soi, un peu peut conduire potentiellement vers le fascisme, parce qu'en fait, réduire la liberté d'expression, les marges de manœuvre des uns et des autres, c'est un problème en soi. Donc, ce bouquin, il essaie vraiment de mettre un peu au jour ça à travers les contributions. Et du coup, le terme déborder Bolloré, il est un peu entendu, c'est ce qu'ils disent en introduction, à double sens. Ça veut dire à la fois donc essayer de submerger Bolloré, donc un peu de le combattre, mais c'est aussi déborder Bolloré dans le sens aller au-delà de la figure, aller au-delà du nom qui est devenu un peu un slogan, qui incarne ce qu'on n'aime pas, les fachos, les news, tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a derrière l'homme, derrière le nom, le système, voilà. Et c'est en ça que le livre est assez original et intéressant, je pense, à lire. Et d'ailleurs, ce qui m'a marqué, notamment dans le chapitre de toi, Valentine, c'est vrai que le degré de précision de la documentation, parce qu'on parle souvent, en effet, de l'Empire Bolloré, mais sans vraiment trop comprendre, en fait, comment il en est arrivé là. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce livre. D'ailleurs, je vais te poser cette question, Valentine, une question un petit peu technique. Parce que c'est vrai que ton chapitre commence en parlant de quelque chose qui est très technique, qui parle d'offres publiques d'achat, une OPA. Alors, si on est comme dans mon cas, on ne savait pas vraiment de quoi il s'agissait lorsqu'on voit une OPA, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu parles d'OPA d'entrée de jeu dans ton chapitre pour nous aider à comprendre aussi la prétention finalement de ton chapitre, Valentine? Oui, en fait, une OPA, c'est une opération par laquelle une société va prendre le contrôle de notre société en rachetant les titres, les parts sociales, les actions de la société. Et c'est en lançant une OPA que le groupe Bolloré, Vivendi, par sa filiale Vivendi, a racheté le groupe Lagardère, qui est un empire médiatique avec Paris Match, le JDD, tous les relais. Et en fait, c'était pour bien expliquer les opérations juridiques qu'il fait, sachant que l'OPA est réglementée. Elle est obligatoire quand, quand on rentre dans une société, on rentre dans une société soit parce qu'on l'a créée, soit parce qu'on rachète des parts sociales. Et quand on arrive à plus de 30% du capital, la loi impose de lancer une offre publique d'achat, donc de rendre publique l'opération. Et en fait, ça vise à éviter les prises de contrôle qui sont rampantes, c'est-à-dire on reste en dessous d'un seuil de 30%, on exerce une influence parce qu'on a accès aux assemblées générales de la société, tout ça. Et donc, et donc à partir de 30%, on doit faire cette acquisition publique, cette offre en tout cas. Mais qui peut être rejetée par exemple en fait, ça dépend. C'est si les actionnaires
acceptent de vendre leur action. Généralement, c'est le cas puisque en fait, l'OPA est très coûteuse, enfin est coûteuse parce que c'est des prix qui sont intéressants, quoi, majorés. Enfin, ça serait compliqué d'expliquer ça, mais en tout cas, c'est des prix attractifs, quoi. Donc, Mais ce que tu expliques, qui m'a semblé intéressant, c'est que tu expliques ces opérations d'OPA un peu successives que Bolloré fait dans différents secteurs et dans différentes entreprises. Et en fait, tu mets au jour une sorte de méthode qui consiste à ce qu'il avance caché au départ et qu'en fait, il rachète pas tout de suite la majorité des parts. Oui, souvent quand il souvent quand il rentre dans une société, enfin, pas dans toutes, mais souvent, il rentre soit par l'intermédiaire de plusieurs de ses filiales, il arrive à constituer un petit capital, et puis après, il monte dans le capital. Et en fait, des fois, et c'est ça qui était aussi intéressant, enfin, j'aimais bien fixer dans le texte ce point de 30%, c'était que, par exemple, pour sa filiale Vivendi, Vivendi, c'était une société de contenu qui existait déjà avant Bolloré. Et en fait, il est rentré dans le capital de Vivendi en cédant 2 chaînes qu'il avait. Et en fait, il est rentré, donc il a cédé ces 2 chaînes et il a eu 1,8% du capital. Et il est monté progressivement et il n'a jamais dépassé les 30%. Et il a fait, malgré ça, de Vivendi sa filiale leader de la culture. Donc pour résumer, en gros, ce que tu mets au jour un peu en racontant cette histoire successive, c'est la façon dont, quelque part, il arrive à prendre le contrôle en tant qu'actionnaire de société sans dépasser ce seuil de 30% forcément, ou en le dépassant à un moment donné où c'est déjà quelque part trop tard, en fait. C'est ça. Voilà. Vincent Bolloré, c'est pas juste un empire médiatique, c'est aussi une emprise économique en Afrique. Oui. Alors, ça, donc, c'est un chapitre du livre qui est consacré à ça d'Antoine Pecker, il me semble, qui est concentré, qui s'appelle Le Laboratoire africain. Et donc, voilà, c'est celui-là. Et qui est consacré en fait à quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, qui est les activités dans l'industrie culturelle en Afrique. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'ici, ce qu'on connaissait de Bolloré en Afrique, c'était ses activités plutôt donc industrielles, donc les ports, sachant que ça, c'est en fait en grande partie, il l'a revendu en 2022, donc il n'a plus cette activité-là, et il l'a précisément revendu pour pouvoir s'investir davantage dans l'industrie culturelle en Afrique, à travers donc notamment Canal+. Et donc, je ne sais plus exactement le nom, mais c'est aussi le même groupe que la salle Olympia, donc il a à Paris, et notamment à travers le groupe Universal, parce qu'il détient aussi donc, des parts via, pareil, une filiale dans le groupe Universal. Et donc ça, en fait, moi, en tout cas, c'était quelque chose que je connaissais moins, c'est-à-dire que pour moi, donc Bolloré, il était investi dans les médias et dans l'industrie culturelle en France, mais pour moi, en Afrique, on parlait beaucoup parce que c'est vrai qu'il a essayé plein de chantiers en Afrique, notamment sur le rail, sur l'énergie. Il avait cette activité portuaire. Donc, on parlait beaucoup de ça. Il y a eu pas mal de scandales autour de tout ça. Mais finalement, la nouveauté, c'est qu'en fait, depuis 2022, il s'investit beaucoup plus dans l'industrie culturelle, avec des choses qui sont assez frappantes. C'est cité dans le chapitre parce qu'il a notamment des chroniqueurs enfin là c'est une chroniqueuse de CNews qui tient des propos en disant il faut recoloniser économiquement l'Afrique. Et en fait, du coup, Antoine Pecker, dans ce chapitre, il raconte comment, à travers donc Canal+ en Afrique, qui est du coup, je crois, un des premiers groupes audiovisuels, et en distribuant des contenus comme des séries, du sport, du cinéma, à travers des salles de cinéma, des salles de concert, et aussi donc avec Universal, donc dans l'industrie musicale. En fait, il commence à s'immiscer en fait dans la vie culturelle du coup sur le continent et notamment auprès du public francophone. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit, c'est
Et ce qui est relevé, c'est que les artistes, certains ont un esprit critique vis-à-vis de ça, donc sur le continent, et puis d'autres, pas forcément, parce que c'est vrai qu'il apporte des fonds. Parfois, il est vu comme quelqu'un qui, du coup, finance la culture en Afrique, des infrastructures et tout ça. Mais c'est du contenu assez mainstream, donc évidemment pas du tout de la culture qui va un peu remettre en cause les choses existantes, et surtout parfois au service en fait de chefs d'État autoritaires. Et donc ça, je conseille vraiment aux gens de lire ce chapitre parce que c'est vraiment quelque chose qu'on connaît peu, et le terme de laboratoire est employé parce que en fait on a l'impression que quand on se focus comme ça sur ces activités en Afrique, on voit un peu en fait la façon dont il procède, notamment en Afrique, il avance un peu masqué, il n'est pas dans un discours idéologique comme en France, mais il finance des artistes et des infrastructures et culturelles, et donc du coup, après, il rend tout un secteur dépendant, et quelque part, du coup, à terme, ça risque de museler la liberté d'expression, l'autonomie des peuples, ce genre de choses, quoi. Quand tu parles des choses assez étonnantes, en tout cas qu'on ne sait pas toujours quand on s'intéresse à Vincent Bolloré, ça me fait aussi penser, et pour revenir en France à ton début de chapitre, Valentine, où tu expliques, tu reviens un petit peu sur les débuts de Vincent Bolloré. Alors il y a deux choses là-dessus que je trouve intéressantes. L'une plutôt anecdotique, c'est sur le début de Vincent Bolloré, homme d'affaires, lorsqu'il, on ne le sait pas toujours, mais commence finalement sa carrière de businessman avec les feuilles OCB. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit mot là-dessus ? Oui, alors en fait, c'était en 1981, c'est Vincent Bolloré et son frère qui ont repris l'entreprise familiale qui était une papeterie spécialisée dans le papier ultra fin, donc le papier à cigarette OCB, donc le B c'est le B de Bolloré. Et, vous le saurez désormais quand vous fumerez vos cigarettes avec le papier OCB. Et en fait, l'entreprise familiale était en grosse difficulté financière, et donc il a redressé la société, et en fait il a spécialisé dans le plastique ultra fin, puis après il a développé un groupe d'activités industrielles diverses, donc il y avait logistique pétrolière, le fuel, des concessions portuaires, plein d'activités, et c'est après en fait qu'il a commencé à rentrer dans le secteur médiatique. Et il y entre assez rapidement, parce que ça aussi, j'ai l'impression qu'on l'ignore aussi, mais en fait, ce que tu expliques, c'est que dès 1998, avec Bouygues, il veut rapidement investir les médias, puisque lui, quand il veut une part dans Bouygues, il insiste pour que TF1 ait une importance particulière. Oui, voilà, ce qui n'est pas souvent dit, c'est que, on parle souvent de Bolloré quand il a eu Havas, quand Vivendi, mais en fait, son intérêt pour les médias a commencé très tôt, donc en 1998, où il a donc essayé de prendre le contrôle du groupe Bouygues, qui est propriétaire de la chaîne TF1, et donc il est monté, il me semble, à 12% du capital, et en fait, il n'a pas pu faire d'OPA, d'offre publique d'achat, parce que ça coûtait trop cher et qu'il y avait beaucoup de personnes qui convoitaient aussi le groupe. Donc en fait, il a cédé sa part à François Pinault, et il a quand même fait une plus-value énorme, 200 millions de francs, avec laquelle il est parti sur le groupe Pathé. Oui, c'est ce que tu expliques aussi, c'est que ça fait partie de sa stratégie aussi à Bolloré d'acquérir des parts pour ensuite faire une plus-value, et finalement ça fait une espèce d'effet boule de neige, c'est qu'il grossit, et il peut ensuite faire grossir ses parts et aller après dans d'autres groupes à droite à gauche, quoi. Il y avait aussi, là quand on parle des médias, ça me fait penser quand même aussi à la suite et au moment un petit peu de bascule dont il est aussi un petit peu question dans ce chapitre-là, mais c'est l'épisode avec iTélé devenu CNews. On en a un tout petit peu parlé dans la partie précédente avec Pierre et Maxime, mais est-ce que c'est un petit peu à ce moment-là qu'opère une bascule de la part en tout cas du rapport de Vincent Bolloré avec les médias, Lucie ? Oui, alors pour moi, je sais pas ce que tu en penses, mais il y a et puis nous c'est point de vue de journaliste un peu de l'intérieur, mais il y a une bascule en 2016, il me semble, parce que avant, donc 2016 pour vous resituer, donc c'est novembre 2016. En fait, Vincent Bolloré démantèle iTélé, et à la place, il va créer donc CNews que vous connaissez tous aujourd'hui. Et donc
à cette époque-là, ce qui est vraiment un tournant, c'est que donc il y a une grève très importante à ce moment-là des journalistes d'ITélé parce que en fait sa méthode, ça a été quelque part et après il l'a reproduit à Europe 1 et surtout au JDD, qui sont aussi des médias qu'il a récupérés, qu'il a un peu vidés de ses journalistes pour ensuite en faire ce qu'il voulait. À iTélé, en fait, il braque la rédaction, notamment autour de Jean-Marc Morandini, qui du coup est visé par une plainte pour détournement de mineurs. Et en fait, en ne le suspendant pas de l'antenne, en le maintenant, il provoque donc la rédaction qui se met en grève. Il y a une grève qui dure. Et en fait, ça lui permet, au bout d'un moment, de laisser le choix aux journalistes, soit de partir, soit de rester. Et en fait, une grande partie de la rédaction part. Ce qui est particulier pendant cette grève, c'est qu'elle dure longtemps, elle est médiatisée, mais le pouvoir politique de l'époque, à savoir François Hollande, ne bouge pas. Il y a plein de mises en demeure, donc à l'époque du CSA, enfin l'ancêtre de l'Arcom. Il y a des préconisations qui sont formulées. On dit qu'il y a un problème dans la rédaction parce qu'il n'y a pas de comité d'éthique. On met en avant le fait que les journalistes ne peuvent pas travailler de façon indépendante. Enfin, qu'il y a plein de manquements, en fait, à des règles qui, normalement, doivent être respectées. Sauf que ce qui se passe, c'est que malgré toutes ces mises en demeure, il ne se passe rien. La rédaction est vidée de ses journalistes en grande partie. Et donc, il crée ces news à la place. Et en fait, ça a créé un précédent parce qu'après ça, donc, il a reproduit un peu la même chose quand il a pris le contrôle du JDD et avant ça d'Europe 1. Et aussi, ce qui est intéressant avec cette époque de 2016, c'est que donc déjà, ça marque sa volonté un peu autoritaire quand il prend le contrôle d'un média, qu'on n'avait pas vu jusque-là, parce que bien sûr que ça existe des actionnaires dans les médias qui veulent un peu prendre le contrôle, on a vu ça avant, mais là, ça a été fait de façon très autoritaire et très violente vis-à-vis des salariés. Donc ça a ouvert un peu un précédent, une méthode qui maintenant peut être pareil reproduite par d'autres personnes qui posséderaient des médias. Et aussi, 2016, ça marque donc la création de CNews, donc aussi la politisation finalement de Vincent Bolloré dans la prise de contrôle des médias. Parce qu'en fait, avant ça, il a des médias, mais finalement, il n'en fait pas quelque chose de très politique au service d'une idéologie. Il fréquente des hommes politiques, Vincent Bolloré, mais c'est plus... il y a cette histoire célèbre où Nicolas Sarkozy, quand il est élu, on le retrouve sur son yacht. Donc, il fréquente les puissants, mais en fait, c'est plutôt une façon pour lui de servir ses intérêts économiques. C'est-à-dire qu'on sait aussi, il y a eu du coup une enquête là, du média Off Investigation qui a parlé de comment, quand François Hollande était à l'Élysée, François Hollande, selon Off Investigation, aurait aidé Vincent Bolloré en fait, à prendre le contrôle de Canal+. Donc, il avait des relations avec les hommes politiques de droite, voire de gauche, mais qui étaient au service de son industrie, ce qui est assez classique finalement pour les milliardaires. Et la bascule, du coup, c'est à partir de 2016 où là, lui-même, on a le sentiment qu'il commence à faire de la politique, à servir une idéologie et à créer un média, CNews, qui a une ligne éditoriale pour le coup très assumée et qui est au service d'idées réactionnaires. Est-ce qu'on sait ce qui anime finalement Vincent Bolloré dans l'acquisition de différents médias et aussi d'autres choses, on en parlera aussi après, mais ce qui l'anime entre une volonté du coup politique, idéologique et donc d'influence ou une simple volonté de businessman de dire finalement je fais grandir mon business en prenant des parts, en ayant plus de médias, ça me rapportera plus d'argent. Est-ce qu'on sait ce qui le guide un petit peu dans sa volonté d'expansion ? Ça a été la grande ambiguïté pendant assez longtemps et je crois que cette ambiguïté a été un tout petit peu levée, même si elle peut exister toujours, mais en 2022. En fait, on se demande toujours, est-ce que Vincent Bolloré fait de la politique pour servir ses intérêts économiques ou finalement, est-ce qu'il se construit un empire économique au service d'une idéologie? C'est un peu, voilà. En 2022, il y a commencé à y avoir pas mal d'enquêtes de journalistes dans le contexte de la campagne présidentielle sur Vincent Bolloré, notamment une enquête du Monde qui a révélé quand même son rapport à la foi catholique, qui avait quelque chose de vraiment prosélyte, voire sa vision des choses qui est de l'ordre de la bataille culturelle, religieuse, ce qui certains autour de lui peuvent qualifier de bataille de civilisation, son rapport à la foi, tout ça. Et donc depuis, en plus avec la création d'émissions sur CNews comme Enquête d'esprit, qui est une émission vraiment religieuse, quoi,
et qui fait du prosélytisme à l'antenne. Aujourd'hui, ça paraît assez clair. Et d'ailleurs, donc, il y a eu 2 commissions d'enquête devant lesquelles Vincent Bolloré a été convoqué. Une au Sénat en 2022, justement, et une en 2024, début 2024, à l'Assemblée. Et donc, dans ce livre, toutes les citations de Vincent Bolloré, en fait, sont issues de ces commissions d'enquête parce que c'est un peu le seul moment où le grand public, les journalistes, ont accès à sa prise de parole interrogée par les parlementaires. Et donc, dans la 2e commission d'enquête, il a notamment, donc, je l'ai dit tout à l'heure, assumé des positions anti-avortement. Donc, finalement, à mesure que le temps avance, il s'en cache de moins en moins. Et donc, après, sur la question de savoir est-ce qu'il défend un candidat en particulier, il y a un truc qui est un peu intéressant à connaître, c'est que Vincent Bolloré a toujours été assez hostile à Marine Le Pen parce qu'il trouve que économiquement, elle n'est pas assez libérale et aussi parce qu'il la juge finalement pas assez bonne pour conquérir le pouvoir. Et c'est ce qu'on a vu donc, pendant la campagne de 2022 où des journalistes ont rapporté des colères de Marine Le Pen quand elle allait à CNews où elle estimait qu'elle n'était pas du tout assez bien traitée parce que le candidat de CNews et des médias de Bolloré, c'était Éric Zemmour qui lui incarne beaucoup plus la ligne qu'il voulait porter. Et aujourd'hui, ça m'est arrivé récemment d'ailleurs de questionner des députés RN là-dessus. Le clan autour de Marine Le Pen, ou ce qui au sein du RN représente un peu la ligne Le Pen, ils ont toujours un rapport à Bolloré qui est compliqué parce que ce n'est pas leur candidate. D'ailleurs, lui se satisfait beaucoup plus d'un Jordan Bardella si c'était lui le candidat parce qu'il est sur une ligne plus libérale et d'un Bruno Retailleau. Et donc, je vais finir là-dessus. Bruno Retailleau, donc le ministre de l'Intérieur, donc, était dans une campagne interne pour emporter la tête des Républicains. Et donc, la chose est montée parce qu'il s'est déclaré donc, en début février, je crois. Et l'élection a eu lieu donc, là en mai. Et en fait, il y a eu une campagne massive des médias, de beaucoup de médias d'extrême droite, mais surtout des médias de Bolloré, pour défendre Bruno Retailleau, le mettre en avant. Et en fait, c'était clairement leur candidat. Et par exemple, Laurent Wauquiez n'a jamais réussi du coup à se faire, à se faire défendre par les médias de Bolloré. Et donc vraiment, ça, si on veut un peu mesurer son impact dans le débat politique, clairement, il a des candidats, il les défend. Et parfois, dans le cas de Bruno Retailleau, ça a eu un réel effet. Voilà. Pour en revenir à l'expansion médiatique, publicitaire et culturelle de l'Empire Bolloré, toi, Valentine, tu documentes aussi dans ton chapitre le fait qu'il a aussi investi à l'étranger, finalement, avec l'Italie et le Brésil, par exemple. Ça, pareil, on ne le sait pas toujours. Oui. Mais je peux rebondir bien sûr. Je voulais juste rebondir parce que du coup, là, tu dis la date 2016 où il se passe quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est quand il est rentré dans Vivendi, donc en 2012, il a progressé extrêmement vite. Donc c'est intéressant quand même de garder ça en tête. Il est rentré en septembre 2012, où il avait que 1,8% du capital. Et un mois plus tard, il devenait le principal actionnaire. Et un an après, donc septembre 2013, il était vice-président du conseil de surveillance. Et donc, il a pris la tête de la direction, où il était officiellement président en juin 2014. Et c'est à partir de cette date où il a voulu créer le nouveau Vivendi, recentré sur les contenus. Et c'est là où il a fait la reprise en main du groupe Canal+. Et c'est là où du coup, il y a eu sa reprise en main d'ITélé. Et je trouve ça intéressant quand même de le resituer parce que c'est quand même... par son intervention, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, oui, c'est vrai qu'avant iTélé, il y a eu, du coup, en fait, la reprise en main des Guignols de l'info, qui est quand même un truc important. C'était juste avant, je crois que c'était en 2015. Les programmes humoristiques, les programmes d'investigation, tout ça. Tout ce qu'on appelait l'esprit canal, c'est vrai qu'on n'en parle plus parce que ça semble un peu lointain maintenant, ça fait 10 ans. Ouais. Mais du coup, il y a eu aussi tout ça, tout ce qu'on appelait l'esprit canal, toutes ces émissions, et notamment les Guignols, qui ont été arrêtés à ce moment-là. Ouais. Et donc sur les investissements également à l'étranger. Oui, à l'étranger. Alors, en Italie,
En Italie, Vincent Bolloré avait pour intention de construire un empire médiatique aussi là-bas. Il est devenu le premier actionnaire de Telecom Italia, donc le leader des télécoms en Italie. Puis ensuite, il est rentré dans Mediaset, qui est donc l'importante chaîne italienne de l'Italie. Il était le deuxième actionnaire, donc juste après Silvio Berlusconi. Et en fait, c'est l'organisme Arcom italien qui a stoppé son avancée. Il enfreignait les lois italiennes en se positionnant de manière dominante à la fois sur les télécoms et les médias. Il a dû se retirer du coup de la chaîne, quoi. Mais du coup, voilà, il avait des intentions donc, en Italie. Et puis, par Vivendi, il est aussi dans le filiale de d'autres sociétés. Il est dans Mediafor Europe, qui est la télévision et production audiovisuelle en Europe. Il est dans Prisa, qui est le leader des médias en Espagne. Et aussi Telefonica, qui est télécommunication en Espagne et au Brésil. Donc, est-ce que tu peux un tout petit peu rapprocher le micro de toi et incliner un tout petit peu le micro comme ça? Tu peux juste directement comme ça. Ah oui, comme ça. Voilà, parfait, Okay. super. Alors, ce que je comprends aussi, moi, là, quand tu décris tout ça, Valentine, et ce qu'on comprend aussi dans le livre, c'est en effet, on a déjà un petit peu parlé, mais cette volonté d'hyper-concentration des activités qui pourrait presque fonctionner comme un circuit fermé, finalement, au sein de l'Empire Bolloré, entre, donc, on le disait, les médias, la publicité, la culture et l'édition aussi maintenant. Et par exemple, il y a un exemple que je trouve intéressant dans ton chapitre, Valentine, c'est ce qu'a fait Bolloré en 2019 en faisant racheter sa filiale Havas par sa filiale Vivendi. Et c'était à ce moment-là une union inédite entre médias et publicité. Oui. En fait, c'est donc dans son nouveau Vivendi, un des 4 objectifs qu'il avait fixé, c'était la coopération anti-filiale. Et du coup, donc dans le groupe Bolloré, il y avait la filiale Havas, la filiale Vivendi, et donc Vivendi a avalé Havas. Et donc du coup, on avait la réunion de pub et contenu dans la même société. Donc ça, c'était une opération inédite. Et en fait, ça lui permet de mieux cibler les contenus publicitaires et de faire circuler les données entre tous les contenus et pour mieux alimenter son agence publicitaire. Il avait fait ça aussi avant en partageant les données entre Universal Music et Havas. Et donc, en fait, il joue de partenariat aussi pour se renforcer et être un acteur un peu unique dans le paysage médiatique. Est-ce que t'expliques ? Oui, pardon, vas-y. Oui, il y a un moment donné, je crois qu'il est cité devant je sais plus si c'est dans ton chapitre, mais il est cité devant la commission, si, peut-être. Il est cité devant la commission d'enquête parlementaire. Et il explique, il parle de l'édition et il dit, mais en fait, offrir à un auteur un débouché pour son livre sous forme de série télé, de films, etc., en fait, c'est ce que va permettre mon groupe, quoi. C'est-à-dire que, en fait, c'est une façon de dire, les auteurs, en fait, on va leur permettre d'avoir un débouché clé en main sur toute la chaîne de l'industrie culturelle, quoi. Et parce que notamment dans le monde de l'édition, ce qui semble être un peu son rêve, c'était notamment de faire un gros géant en alliant Editis et Hachette Livre. Ça, tu en parles aussi dans ton chapitre, je crois, Valentine. Oui. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Bolloré, par Vivendi, est rentré dans le capital d'Editis en juillet 2018. Et 6 mois après, il avait 100% de Editis. Et donc Editis, c'est la deuxième groupe éditorial en France. Et à peine un peu plus d'1 an après, en avril 2020, il se lance sur le groupe Lagardère, qui détient donc Hachette Livre, qui est lui le premier groupe français et le 3e mondial. Et donc son but, c'était, s'il n'avait pas été limité, il voulait donc fusionner les deux, avoir donc le numéro 1 et le numéro 2 des groupes d'édition. Et donc ça représentait 52% du top 100 des ventes en France, 78% de la littérature générale et 74% du domaine scolaire. Donc en fait, il n'a pas pu, parce qu'en fait, ce type d'opération est contrôlé par la Commission européenne qui vient vérifier les concentrations d'entreprises dans l'Union européenne. Il a dû se séparer d'Editis, qui est chez Daniel Kretinsky. Comment est-ce qu'il a fait son apparition dans le monde de l'édition, Bolloré ? Est-ce que là, on peut comprendre aussi quelles sont ses intentions ? Parce que
demande ça parce que aussi quand on entend Bolloré en commission d'enquête, quand il doit se justifier aussi de sa volonté d'expansion dans les médias, c'est parce que lui, il le justifie aussi en disant, en fait, c'est un secteur hyper rentable, c'est même le deuxième secteur le plus rentable au monde derrière le luxe. Donc voilà, il peut le justifier ainsi s'il le veut. Est-ce que dans l'édition, il est visiblement animé par la même chose ou est-ce qu'on peut penser qu'il y a d'autres choses qui le motivent? Alors moi, quand j'ai fait mes recherches, je me basais sur les communiqués de presse qui étaient publiés par Vivendi à chaque opération, et c'était assez intéressant de suivre voilà, qu'est-ce qui était dit dans les communiqués de presse et à quel moment intervenaient les modifications. Et en fait, dès 2014, l'objectif, c'était de construire un groupe européen d'envergure mondiale dans les contenus, les médias et la communication. Quand il a acheté Editis, il a dit voilà, que ça s'inscrivait dans la logique de la construction de ce groupe. Et quand il a fini de racheter Hachette, là, il s'est proclamé, enfin, le groupe Bolloré a proclamé sa filiale leader mondial de la culture. Et il y avait un point qui était important, qui était souligné dans le communiqué de presse, c'était que par Hachette, en fait, il visait l'international, de pouvoir développer ses activités internationales, et que c'était ça, devenir le leader mondial de la culture. Dans les derniers chapitres du livre, il est aussi question de la façon dont on peut résister, contrer Vincent Bolloré. Quelles sont les pistes de solutions qui sont un petit peu amenées, Lucie ? Oui, donc la deuxième partie du livre, après la première partie qui est concentrée sur l'information, elle est plus sur les pistes de solutions. Et c'est vrai que autant la première partie est donc extrêmement solide pour renseigner les choses, c'est vrai que la deuxième partie, on sent que c'est un peu plus compliqué, qu'on n'a pas encore vraiment trouvé forcément des idées miracles, et aussi qu'on est plus sur des choses qui font éventuellement débat. Et d'ailleurs, du coup, en discutant donc avec le collectif de ce projet, apparemment, du coup, les derniers chapitres qui abordent les solutions font beaucoup plus débat entre les divers personnes qui ont participé à ce projet, parce que voilà, on est en fait au début et on ne sait pas trop comment agir. Une des pistes qui est évoquée notamment dans le chapitre qui est signé par les Soulèvements de la Terre, ça appelle en fait à du coup désarmer aussi Bolloré dans le monde de la culture et de l'édition. Donc il y a des appels au boycott, voire au sabotage de relais. Donc les kiosques à journaux que maintenant ils possèdent. Donc il y a des idées, ils proposent de saboter des relais, de saboter des endroits de distribution de livres et voire peut-être de détruire ou de détruire des livres. Et en fait, c'est vrai que cette question du sabotage et surtout cette question du boycott, elle fait un peu plus débat parce que aussi, comme ces opérations sont allées assez vite et que la chaîne du livre est complexe, et d'ailleurs donc, dans les premiers chapitres, il y a aussi des chapitres très intéressants qui racontent donc la concentration dans le monde du livre et toute cette chaîne du livre et comment aujourd'hui, en fait, elle ne permet plus en fait, à un très grand nombre d'auteurs et d'éditeurs de s'exprimer, et elle est concentrée autour d'une économie un peu autour des best-sellers et d'une circulation de plus en plus rapide des livres en dehors des best-sellers, et donc il reste très peu de temps en librairie, les auteurs sont très peu rémunérés, et il y a des chiffres en disant qu'il y a de moins en moins de nouveaux auteurs publiés. Le problème, c'est que du coup, cette chaîne du livre, elle est complexe. Les rachats ont été assez rapides. Et donc aujourd'hui, cette question de boycotter et de nuire, par exemple, à des ouvrages derrière lesquels il y a des auteurs et des éditeurs, en fait, elle est un peu controversée parce que finalement, que ce soit certains acteurs du monde de l'édition ou certains auteurs, ils n'ont pas forcément les marges de manœuvre pour sortir d'un catalogue ou ce genre de choses, quoi. Et il y a aussi parmi ces auteurs des gens qui défendent des choses extrêmement intéressantes. Donc on voit que cette question du boycott, elle fait assez débat. Et du coup, justement, on en parlait avant avec toi, Valentine. Toi, tu disais que à tes yeux, du coup, la piste intéressante du combat, c'était justement ce que tu as fait dans ce chapitre, c'est-à-dire un peu essayer d'informer les gens et d'éclairer toutes ces choses, notamment sur le volet économique qu'on ne sait pas, et qu'en fait, déjà, en soi, essayer de rendre accessibles toutes ces informations, c'était... Oui, c'était de resituer chaque acquisition, chaque opération, pas les isoler comme elles sont traitées comme un fait d'actualité, mais voilà, de les mettre bout à bout. Et c'est assez impressionnant comme temporalité, quoi.
Et donc ça permet aussi de prendre conscience de ses intentions et la vitesse à laquelle il va. Et moi j'aime bien cette idée de surveillance et de l'Empire Bolloré. Et donc on travaille actuellement donc, avec les comités qui ont organisé le livre et aussi des développeurs sur la mise en place d'une carte qui serait du coup dynamique, enfin active et dynamique pour visualiser donc pas en temps réel, mais je veux dire tenir à jour l'expansion de l'empire, les ramifications avec des données. Et ça, on pourrait potentiellement le croiser avec d'autres cartographies qui ont été faites dans d'autres secteurs. Il y a une carte qui est sortie, par exemple, des syndicats des musiques actuelles. Il y a aussi la carte dans le monde de l'édition. Et de croiser toutes ces cartographies pour en faire en fait un outil à disposition pour s'informer, surveiller. Et y compris pour, j'imagine aussi les artistes, les auteurs, parce qu'en fait, quand tu es un artiste, un auteur, et que tu te retrouves à signer un contrat, tu n'as pas forcément accès à toute cette information. En plus, il y a cette technique où c'est des ramifications, où parfois tu penses que c'est des petits acteurs indépendants, et en fait, ils appartiennent à un grand groupe, et où en fait, tu n'es pas forcément informé de là où tu vas, là où tu signes. Quoi. Donc, moi j'ai appris très récemment, par exemple, que l'Olympia était lié à Vincent Bolloré, que j'ignorais jusqu'à très peu de temps. Est-ce que tu peux nous montrer, Lucie, une dernière fois, l'ouvrage Déborder Bolloré que vous pouvez vous procurer en librairie ou que vous pouvez commander sur Internet, en tout cas vous vous renseignez, vous saurez faire, bien sûr. Merci beaucoup, Lucie, merci à toutes les deux d'avoir été avec nous pour nous parler de cet ouvrage Déborder Bolloré.